étaient ivres, ivres d'alcool, mais aussi ivres de bonheur. Ils étaient ivres aussi de poésie. Pourtant, ils ne cessaient pas de se disputer, de s'engueuler, de se déchirer, puis de se réconcilier, de se jurer un amour éternel. Ils étaient seuls au monde, sourds aux exhortations de leurs amis, de leur famille, de leur mère. Ils étaient seuls au monde, seuls avec pour seule compagne commune la poésie. Jusqu'à ce fameux jour, ce jour terrible du 10 juillet 1873, le jour où Verlaine tira sur Rimbaud. Rapport de police de M. Auguste Martin, fonctionnaire des Garnis, adressé à la préfecture de police de Paris. Bruxelles, 21 juillet 1873. Il y a quelques jours est arrivé ici, venant de Londres, un nommé Verlaine, Paul, homme de lettres, natif de Metz, âgé d'une trentaine d'années. Il a été rejoint il y a 2 jours par un autre Français du nom de Rimbaud, Arthur, également homme de lettres, natif de Charleville, âgé d'une vingtaine d'années, venant aussi de Londres et qui, sous la Commune, a fait partie des francs-tireurs de Paris. Le 10 juillet, dans le courant de l'après-midi, Verlaine a tenté de tuer Rimbaud en lui tirant un coup de revolver. Il a été atteint au bras gauche. Verlaine a été arrêté. L'enquête vient de faire connaître que la cause doit en être attribuée à des relations immorales existant entre ces 2 individus. Rimbaud a quitté Bruxelles le surlendemain de l'attentat pour se rendre à Paris. Non, excusez-moi, monsieur Martin, mais ce dernier renseignement est faux. Parfaitement. Rimbaud était entré à l'hôpital le surlendemain du drame. Il ne le quitta en fait que le 20 juillet pour se rendre à Charleville et de là à Roche, la ferme familiale. Verlaine n'était alors connu que de quelques lettrés et Rimbaud que de très rares initiés. Dès le premier rapport de l'agent Martin, la préfecture de police charge M. Lombard, officier de paix, d'enquêter sur cette affaire et de transmettre tous les renseignements qu'il pourrait obtenir sur les 2 individus en question. Voici un petit extrait intéressant de ce rapport qui, bien que comportant quelques erreurs, est plus près de la réalité que bien d'autres rapports et dans lequel l'officier décrit les 2 acteurs du drame sans cacher l'horreur qu'il lui inspire. Rapport de M. Lombard, officier de paix. Le ménage, celui de Verlaine et de Mathilde Mottet, son épouse, allait assez bien en dépit des toccades insensées de Verlaine dont le cerveau est depuis longtemps détraqué. Lorsque le malheur amena à Paris un gamin, Rimbaud, originaire de Charleville, qui vint tout seul présenter ses œuvres. Comme morale et comme talent, ce Rimbaud, âgé de 15 à 16 ans, était et est une monstruosité. Il a la mécanique des vers comme personne. Seulement ses œuvres sont absolument inintelligibles et repoussantes. Verlaine devint amoureux de Rimbaud, qui partagea sa flamme, et ils allèrent goûter en Belgique la paix du cœur et ce qui s'ensuit. Verlaine lâcha sa femme avec une gaieté de cœur sans exemple. Et pourtant, elle est, dit-on, très aimable et bien élevée.
La vie du ménage m'est odieuse, s'écria-t-il avant de la quitter. Nous avons des amours de tigre. Et, ce disant, il lui montra sa poitrine tatouée et meurtrie de coups de couteau que lui avait appliqué son ami Rimbaud. Ces deux êtres se battaient et se déchiraient comme des bêtes féroces pour avoir le plaisir de se raccommoder. Devant sa mère, il y a une semaine ou 15 jours au plus, Verlaine eut avec son ami Rimbaud une dispute à propos d'argent et, après toutes les injures imaginables, tira un coup de pistolet sur Rimbaud, qui cria à l'assassin. La mère Verlaine, sachant qu'elle était l'auteur de la tentative de meurtre, cria aussi à l'assassin. Et Verlaine fut arrêté et enfoui à la prison des Carmes, où il attend son jugement. Les faits sont exacts. Informez-vous-en à Bruxelles. Peut-être ce Rimbaud qui a tiré le coup de pistolet à Verlaine, car je n'ai pas pu savoir au juste l'auteur du revolver en jeu. Cependant, je crois ma version bonne pour la fixation du personnage. La question de l'individualité de l'assassin réservée, tout le reste est parfaitement vrai. L'officier de paix Lombard. Voici donc ce qu'écrivit l'officier de paix Lombard le 1er août 1873. Mais que s'était-il donc passé réellement ce fameux 10 juillet 1873 entre les deux fougueux amis? Une fois de plus, ils s'étaient violemment disputés et séparés quelques mois plus tôt. Verlaine écrivit à Rimbaud qu'il avait l'intention de rejoindre son épouse ou, à défaut, de se brûler la cervelle. Rimbaud lui répondit aussitôt en l'accusant de faiblesse et d'inconsistance et termina sa lettre en le suppliant de revenir. Alors, Verlaine lui proposa de le rejoindre à Bruxelles, où il se trouvait. Le 8 juillet, Rimbaud arrive donc dans la capitale belge. Les retrouvailles manquent de chaleur. Les reproches fusent des deux côtés, mais chacun semble vouloir mettre du sien pour recoller les morceaux une fois de plus. Le matin du 10 juillet, Verlaine a bu. Il a trop bu. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'est rendu dans une armurerie afin d'acheter un pistolet. Lorsqu'il revint à leur hôtel, situé à l'angle de la rue des Brasseurs, Arthur somnole dans la chambre, allongé sur le lit. Paul, lui, est très agité. Il ferme la porte derrière lui, adosse une chaise à cette porte et s'assoit dessus. Il a les yeux vagues et méchants des mauvais jours. Arthur se lève et s'habille en sifflotant joyeusement, ce qui a pour effet d'exaspérer un peu plus Paul, qui commence à proférer des menaces inintelligibles auxquelles l'autre réplique par des sarcasmes inaudibles. Paul décortique sa souffrance, tandis que le garnement l'écoute d'une oreille distraite. Il explique qu'il veut en finir, qu'il va se donner la mort. Et Arthur, indifférent, regarde ailleurs, sans répondre. Soudain, il a une crise plus violente. Ses paroles deviennent plus dangereuses, ses gestes désordonnés et menaçants. Il sort son pistolet de sa poche et tire 2 coups de revolver sur le petit garnement, qui lui fait endurer depuis des mois les pires méchancetés, tempérées aussitôt par des assauts de tendresse, parfois sincères, souvent cyniques. L'une des balles finit sa course dans le plancher, tandis que la deuxième trouve le haut de la main d'Arthur. Aussitôt après, Paul s'écroule, secoué par une crise de larmes. Il quitte la chambre en titubant, persuadé d'avoir tué son bien-aimé. Mais Arthur, la main ensanglantée, rattrape son assaillant, qui est déjà dans la rue, devant l'entrée
l'hôtel et il tente de l'apaiser. C'est alors qu'un certain nombre de personnes, notamment des résidents de l'hôtel et des ouvriers travaillant sur un chantier voisin, alarmés par les coups de feu, accourent. Parmi elles, Elisa, la mère de Verlaine, affolée. Ce 10 juillet 1873 marque à peu de choses près le milieu de la vie d'Arthur Rimbaud. Pressent-il ce moment précis, à ce moment précis, qu'un basculement vient de survenir et qu'il lui reste moins de temps à vivre désormais que le temps qu'il a vécu? Il ne sera que légèrement blessé à la main ce fameux jour, mais plus grave, beaucoup plus grave. Sa muse est morte à ses côtés ce 10 juillet. Elle est morte parmi ses rêves massacrés dans les royaumes du vertige. Il écrira alors ces phrases sublimes. Jadis, je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Il quitta donc Bruxelles, comme nous l'avons vu le 20 juillet, et se rendit à Roche pour y épandre son chagrin et s'acharner contre lui-même. J'ai imaginé la scène telle que aurait pu nous la conter sa sœur Isabelle, la personne au monde qu'il a sans doute le plus aimé. Il était midi, nous étions à table, je fus très marqué par son arrivée. À peine entré, sans même répondre aux paroles de bienvenue, il s'effondra sur une chaise, en pleurant à chaudes larmes, la tête entre les mains. « Ô Verlaine, gémissait-il entre deux sanglots. Quelle histoire tragique! Verlaine était en prison, et à cause de lui, il avait du mal à sa conscience. Il était brisé. Notre mère, compatissante, sut trouver les mots pour le sauver du désespoir. Pour la première fois, sans doute, elle le considéra non plus comme un gosse qui fait des bêtises et qu'il faut gronder ou punir, mais comme un homme qui souffre et qu'elle doit relever. En partie grâce à elle, il trouva le courage de reprendre sa plume. Il griffonna les derniers feuillets d'une saison en enfer, en poussant des cris de colère et d'épouvantables blasphèmes. Il redescendit de la cime solitaire et se jeta dans le tumulte des villes, le vacarme assourdissant des gares et des ports. Commença alors pour lui une longue errance à travers l'Europe. Rimbaud n'est désormais plus le même. Il ne fait plus vraiment partie du monde des vivants, et sa plume est desséchée, tout au moins en ce qui concerne la poésie. Parvenu au seuil de la démence, je ne sais plus parler. Usé par les excès de toutes sortes, Rimbaud se livre à un douloureux retour sur lui-même. Ces derniers feuillets d'une saison en enfer, dont nous parle Isabelle, et qu'il extirpe de lui, en ne pouvant contenir sa souffrance, mettent un terme à son œuvre poétique. L'automne déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons? L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère. La cité énorme, au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les 1000 amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts, et qui seront jugés. Je me revois
la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendu parmi les inconnus, sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir, l'affreuse évocation. J'exècre la misère, et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et me souvenir. Une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan. Suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges, et allons. Mais pas une main amie. Et où puiser le secours? Quant à Verlaine, après son geste fou, il est complètement déboussolé. Adolphe Roté, il rapportera plus tard, « Je nous revois à Bruxelles, à la méchanceté, la flamme cruelle de ses yeux d'archange damné. Je lui avais tout dit pour qu'il restât avec moi, mais il voulait partir, et je sentais que rien ne le ferait revenir sur sa décision. » Depuis que Arthur débarqua, en septembre 1871, chez lui, le baluchon à l'épaule et l'âme révoltée, prête à faire exploser la marmite bourgeoise du couple Verlaine, rien n'alla plus chez celui-ci. Rimbaud avait écrit à Verlaine, et celui-ci, touché par le ton enthousiaste de ses missives et par sa poésie, l'avait invité en des termes chaleureux. « Cher poète, on vous espère, on vous attend. » Verlaine fut aussitôt séduit par la beauté de l'homme aux semelles de vent. Le diable était-il entré dans la maison de l'auteur des Fêtes galantes? En réalité, le jeune Rimbaud, sous son apparence de gamin révolté, arrogant et sûr de lui, était un garçon extrêmement fragile et influençable. Alors, le diable, me direz-vous, n'était-ce pas plutôt Verlaine? C'est ce que certains historiens ont voulu démontrer un peu hâtivement. En fait, Rimbaud s'offre à la poésie et veut aller au bout de son engagement. En mai 1871, dans la lettre du Voyant, envoyée à Paul de Meny, il écrivait « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. » La sexualité de Rimbaud est ainsi celle d'un poète engagé totalement dans son écriture. L'âme et le corps se confondant, se répondant en écho. À côté de leur aspect charnel très puissant, les rapports que Rimbaud entretiendra avec Verlaine sont marqués par une admiration mutuelle de leurs œuvres et un amour réel en dépit de leurs incessantes disputes. Pendant 2 ans, les deux amants infernaux seront inséparables, indécollables, malgré la pression de leur famille. Madame Verlaine mère et Mathilde d'une part, Madame Rimbaud mère de l'autre,
malgré leurs souhaits et leur multitude de tentatives de se séparer. L'histoire de Verlaine et de Rimbaud sera celle de l'impossible rupture. La destinée de Rimbaud se trouva profondément modifiée le jour où Verlaine tira sur lui. Si sa vie continua, elle fut tout à fait différente. Nous l'avons dit, il abandonna la poésie et il trouva dans les voyages à travers l'Europe, puis en Afrique, un échappatoire. Mais Verlaine aussi ne fut plus le même. Condamné à 2 ans de prison pour tentative d'assassinat, malgré les dénégations d'Arthur, le mécréant retrouva d'abord la foi dans sa cellule. Commencera alors ce singulier dialogue. Ce dialogue pathétique entre Dieu et l'âme du pécheur. En mai 1874, il fait appeler l'aumônier de la prison. Mais celui-ci se méfie de ces brutales conversions si fréquentes en milieu carcéral et lui demande de bien réfléchir, de longuement méditer et de prier encore. Brûlant d'amour et rempli d'humilité, Verlaine trouve alors des accents dignes des plus grands mystiques, dignes de Pascal et du mystère de Jésus. Puis début août arrive le jour, le grand jour tant attendu, si patiemment souhaité de la confession. Et Verlaine va largement en profiter. Il racontera plus tard. Elle fut longue, détaillée à l'infini cette confession, ma première depuis celle du renouvellement de ma première communion. Tort de colère, tort d'intempérance, tort sensuel. Le prêtre, de temps en temps, m'aidait dans les aveux. Entre autres questions, ne me posa-t-il pas celle-ci, d'un ton calme et point étonnant non plus qu'étonné? Vous n'avez jamais été avec les animaux? Après lui avoir répondu non, non, sans stupéfaction de l'interrogation posée, je reçus d'un front humble et contrit tout de même après ma très véridique et consciencieuse, je vous l'assure, confession, la bénédiction, mais non pas encore l'absolution si convoitée. Dans l'attente de celle-ci, Verlaine se remit à ses lectures. Le 15 août 1874, fête de l'Assomption de la Vierge, il reçoit la communion. Le jour même, il écrit un de ses plus célèbres poèmes de sagesse. Mon Dieu m'a dit, mon fils, il faut m'aimer. Tu vois mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne, et mes pieds offensés que Madeleine baigne de larmes, et mes bras douloureux sous le poids de tes péchés, et mes mains. Et tu vois la croix, tu vois les clous, le fiel, l'éponge, et tout enseigne à n'aimer en ce monde amer où la chair règne, que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix. Ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la mort moi-même? Ô mon frère en mon père, ô mon fils en l'esprit, et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits, lamentable ami qui me cherche où je suis? J'ai répondu, Seigneur, vous avez dit mon âme. C'est vrai que je vous cherche et ne vous trouve pas, mais vous aimez. Voyez comme je suis en bas, vous dont l'amour toujours monte comme la flamme, vous, la source de paix que toute soif réclame. Hélas, voyez un peu de mes tristes combats. Oserais-je adorer la trace de vos pas sur ces genoux saignants d'un rampement infâme?
Et pourtant, je vous cherche en long tâtonnement. Je voudrais que votre ombre au moins vêtît ma honte. Mais vous n'avez pas d'ombre. Ô vous dont l'amour monte. Ô vous, fontaine calme, amère aux seuls amants de leur damnation. Ô vous, toute lumière, sauf aux yeux dont un lourd baiser clôt la paupière. Ah Seigneur, qu'ai-je? Hélas, me voici tout en larmes d'une joie extraordinaire. Votre voix me fait comme du bien et du mal à la fois. Et le bien et le mal, tout a les mêmes charmes. Je ris, je pleure, et c'est comme un appel aux armes d'un clairon pour les champs de bataille, où je vois des anges bleus et blancs portés sur des pavois, et ce clairon m'enlève en de fières alarmes. J'ai l'extase, et j'ai la terreur d'être choisi. Je suis indigne, mais je sais votre clémence. Ah, quel effort! Mais quelle ardeur! Et me voici, plein d'une humble prière, encore qu'un trouble immense brouille l'espoir que votre voix me révéla. Et j'aspire en tremblant. Pauvre âme, c'est cela. Libéré en janvier 1875, Verlaine retrouvera Rimbaud à Stuttgart et tentera même de le convertir. Mais cette rencontre, qui sera la dernière, sera orageuse. Le ressort est bel et bien brisé. Le vase est en miettes. Toutefois, les deux poètes resteront irrémédiablement liés dans leur cœur. Verlaine ne cessera jamais à travailler ardemment à la reconnaissance de l'œuvre de Rimbaud. Avec les poètes maudits, Rimbaud se déclarait maudit dans Poésie, ainsi que des préfaces aux éditions de ses textes, au travers du symbolisme enfin. De son côté, Rimbaud n'oubliera jamais celui qui, selon sa formule, fut un voleur de feu. Après sa période mystique, qui durera quelques années, Verlaine sombrera peu à peu dans une sorte de désespoir. Il est repris par ses anciens vices, redevient violent et impulsif, encore plus violent, encore plus impulsif qu'avant Bruxelles, et il refera de la prison en 1885 pour avoir battu sa mère. Quant à Rimbaud, il parcourt l'Europe, comme s'il tentait de fuir son passé. Cet antimilitariste s'engagera même comme mercenaire dans l'armée coloniale hollandaise. Arrivé à Java en juillet 1876, il est porté déserteur le 15 août et rentrera en France sur un navire écossais en décembre. Sans nouvelles de lui, son ami de La Haye et sa sœur l'ont cru noyé dans les courants chauds des mers du Sud ou esclave en Afrique. Hanté de plus en plus par l'Orient, il finira par partir en Arabie et à Aden en 1880 et à y vivre de commerce et de petits trafics. Il avait écrit dans Mauvais sang en 1873 « J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal ». On a vu dans cette attitude une volonté délibérée de sa part de compenser ses échecs par la fortune. Il serait trop simpliste de prétendre que Rimbaud, ayant cessé d'écrire de la poésie, soit soudain passé d'une existence guidée par l'imaginaire à une autre régie par le matériel. Non, Rimbaud aspire tout simplement à plus de sécurité, même au prix de l'ennui qu'il éprouvera à Aden et au Harar. En fait, que recherche-t-il d'autre si ce n'est de rentrer dans le rang? Car le jour où Verlaine tira sur Rimbaud, celui-ci décida d'en finir
avec les illusions et les fantasmes et de redescendre sur la terre des hommes, loin, très loin des lieux de son existence passée. Et il envisagera même de se marier. Mais comme il écrira en décembre 1884, pour se marier, il faut des rentes, et ces rentes-là, je n'en ai rien. J'aurai de l'or, je serai oisif, mais en attendant d'avoir de l'or et d'être oisif, il fallait travailler, souvent même dans des conditions climatiques difficiles. Il se lancera même un temps dans le trafic d'armes avec le roi Ménélique pour satisfaire cette aspiration à la sécurité dont l'argent constitue la garantie. Et s'il n'écrit plus de poésie, il continue à écrire. Souvent, ce ne sont que des rapports d'expédition, des lettres commerciales, mais ce sont aussi des lettres parfois très belles et émouvantes, notamment, durant les derniers mois de sa vie, des lettres à sa mère et à sa sœur Isabelle. À celle-ci qui semblait lui reprocher gentiment son besoin irrépressible de marcher, de vagabonder, il répondit d'Aden en janvier 1885 « Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l'existence de 1000 hommes ne suffirait pas à visiter. Mais de notre côté, je ne voudrais pas vagabonder dans la misère. Je voudrais avoir quelques milliers de francs de rente et pouvoir passer l'année dans 2 ou 3 contrées différentes, en vivant modestement et en faisant quelques petits trafics pour payer mes frais. » Il ne réalisera jamais son rêve, et quand il rentra en France, ce fut sur une civière, prématurément vieillie et chialant comme un gosse. Le jour où Verlaine tira sur un coup, le poète des Illuminations était encore le beau jeune homme au visage d'ange, dont Fontaine-Latour nous a laissé de superbes portraits aux côtés de Verlaine et de leurs amis poètes de l'époque, et Étienne Carjat, la troublante photographie. 10 ans plus tard, lorsqu'il arrive à la gare de Voncq, dans les Ardennes, le père Michel, le vieux domestique luxembourgeois qu'il avait connu enfant, aura du mal à cacher sa surprise et sa peine. Il retrouvait Monsieur Arthur impotent, squelettique et le teint livide, et il dut le soulever dans ses bras pour le déposer dans la voiture qui allait le conduire à Roche. Durant ces années africaines, Rimbaud songea-t-il à son vieux compagnon d'antan, et au temps où la poésie et l'absinthe les guidaient dans un monde où il se sentait étranger. Il n'en parlera jamais, même pas à Isabelle. Mais il est tout à fait vraisemblable que Verlaine lui manquait, et qu'il sera toujours en quête d'un nouveau Verlaine. Il rencontra d'ailleurs peut-être, au cours de l'été 1887, à travers un jeune abyssinien de 17 ans, nommé Djami Wadaï. Il avait alors décidé de déposer pour un temps ses valises à Aden. On ne sait pas grand-chose de leur relation, mais ce que l'on sait, c'est que ce jeune garçon, silencieux et beau, qui allait être son serviteur, mais surtout son confident et son ami durant 4 ans, allait beaucoup compter sur lui, compter pour lui. Et de là à imaginer, comme l'a fait Philippe Besson, auteur des Jours fragiles, consacré à Rimbaud, que Djami fut son dernier amour, il n'y a qu'un pas, que je franchirai prudemment, mais que je franchirai tout de même, en me basant sur un certain nombre d'indices qui ne trompent pas. Et surtout celui-ci. Rimbaud, mourant à l'hôpital de la Conception, à Marseille, réclamera Djami. Il réclamera avec insistance, les yeux baignés de larmes. Et dans ses délires, il prendra Isabelle pour Djami. Et il semblera alors
apaisé et heureux. À la mort de son frère, Isabelle, souhaitant respecter à la lettre ses volontés, fera rechercher Djami et lui versera, par l'intermédiaire de Monseigneur Tourin Gahargne, une importante somme d'argent. Mais, contaminé, semble-t-il, par la malchance d'Arthur, l'infortuné Djami ne profitera pas des 3000 francs qui lui furent reversés. Il mourra peu de temps après pour des raisons restées obscures. Ce qui est symptomatique, c'est que Rimbaud avait 33 ans lorsqu'il rencontra Djami, à 5 ans près, l'âge de Verlaine, lorsqu'il accueilla Rimbaud chez lui à Paris en 1870. Rimbaud, Djami, c'est l'antithèse de Verlaine-Rimbaud. Ce sont aussi des rapports bien différents, et pas seulement parce que la poésie y est absente, ou tout au moins semble absente. Aucune violence, aucun mot plus haut que l'autre entre eux, mais de la douceur, du respect, de l'admiration réciproque. Djami admire et sublime Rimbaud, et ce n'est pas pour sa poésie qu'il ignore, ni pour sa beauté dont il ne reste que de rares traces. Et Rimbaud admire le garçon pour sa grâce, sa beauté, son naturel, sa gentillesse et son âge. Il croit sans doute se retrouver un peu en lui, mais Djami est pourtant bien différent du jeune Rimbaud de 1870. Djami, c'est un ange. Rimbaud n'était-il pas, si l'on en croit Verlaine, un ange maudit? Quand l'ennui reprendra le dessus dans la vie de Rimbaud, puis que s'installera le mal sournois qui lui fera perdre le sommeil et le goût de s'alimenter, la présence de Djami à ses côtés sera pour lui un baume irremplaçable. Et lorsque rapatrié en France sur une civière, il le laissera derrière lui, car le jeune homme ne se décidera pas à abandonner sa famille pour le suivre, ce fut un déchirement pour l'homme aux semelles de vent, désormais cloué sur son lit de souffrance. Pendant ce temps-là, à Paris, Verlaine n'est guère plus reluisant. Sa santé décline de plus en plus vite. En 1886, il lui reste encore 10 ans à vivre, une décade qui va être celle de tous les maux physiques possibles, mais aussi de toutes les déchéances et de toutes les dérives. Un incroyable naufrage, une chute fascinante, prodigieuse, de plus en plus accélérée et irréversible. Quelle image ses contemporains conservent-ils du dernier Verlaine? Écoutons Charles Maurras, alors tout jeune, propos rapportés par André Gide dans son journal. Nous nous trouvions un soir d'hiver, Duplessis, Moréas et moi, dans un café à l'angle de la rue Corneille et de la rue Vaugirard. Quelqu'un entra. C'était Verlaine, qui, totalement insensible à l'émoi qu'il provoquait en nous, et s'aidant du bâton qui lui servait de canne, finit par s'accrocher à une table. Il était ivre, outrageusement, et il riait. Tout à coup, il tira de ses poches un mouchoir noir de crasse, innommable, un chapelet, un couteau, des guignons de pain, et les étala devant lui. « Ah, maître, maître !» s'écria Duplessis en se dirigeant vers le malheureux. Verlaine le regarda, nous regarda tous, puis, ramassant soudain mouchoir, chapelet, couteau et guignons de pain, il les fit disparaître, s'achemina vers la sortie et disparut dans la rue sombre sans avoir pu articuler un mot. Voilà donc le lamentable Verlaine des dernières années.
mendiant, ivrogne, déguenillé, on ose à peine ajouter sale et puant, tels que d'innombrables écrivains et peintres le verront et le rencontreront, fréquentant assidûment les cafés du quartier latin. Mais, au-delà de cette image pathétique, il y a l'homme que les très rares personnes qui le fréquentaient de près connaissaient, l'homme attachant et le poète qui en lui, contrairement à Rimbaud, est toujours bien vivant. Dans les cafés que Verlaine fréquente, on remarque toujours, à côté de son verre entamé, son petit encrier portatif. Il écrit toujours, et songera même en 1893 à se présenter à l'Académie française pour le fauteuil de M. Taine, mort en 1893. Non, nombreux sont ceux qui croient alors à une aimable plaisanterie. Pourtant, Verlaine ne plaisante nullement. Il a beau appeler la vénérable institution Agagadémie, dans une lettre à Jules Rey en août 1893, il se voit volontiers en habit vert et bicorne qui remplacerait son habit élimé et son bonnet crasseux. Verlaine est une fois de plus en quête de respectabilité. Comme on le sait, Verlaine, comme Zola, qui se présentera également en 1894, en dépit de ses précédents échecs, n'obtint même pas une seule voix. Celui qui tira sur Rimbaud et fit de la prison, comme celui qui défendit Dreyfus, n'avait pas vocation à entrer dans le temple des immortels. À partir de 1891, Verlaine s'installe dans une petite chambre sordide rue Descartes, qu'il partage avec Eugénie Krantz, une brave fille, qui avait en partie de ses charmes, bien qu'elle se disait giletière pour la belle jardinière. On ne trouve alors que bien peu de souvenirs de son existence bourgeoise auprès de Mathilde, il y a déjà si longtemps, ni de son enfance et de sa jeunesse dorée. Paul, dans ces moments de colère, s'en prenait le plus souvent à ses parents, accusés de tous les maux. Et ces moments devinrent de plus en plus fréquents depuis le jour où Verlaine tira sur Rimbaud. Cette violence, un temps canalisée lorsqu'il entendit l'appel de Dieu, le poète l'infligeait surtout à ceux qu'il aimait. L'incroyable et coupable indulgence parentale à l'égard de Verlaine enfant, n'explique-t-il pas la suite? Maman Verlaine. Mon Paul, cette aile de poulet, elle est tendre, n'est-ce pas? Tiens, puisque tu es sage, tu auras les plus grosses fraises. Goûte, elles sont délicieuses. À présent, ce doigt de vin pur. Au dessert seulement, oui, mon Paul. Voyons, s'écrie papa le capitaine, ne bois pas tout d'un coup. Le bon vin, on ne l'avale pas, on le déguste. Complaisance de la mère, défaillance de l'autorité paternelle. Ce qui est incontestable, c'est que Madame Verlaine ne s'éloigna jamais bien loin de son cher Paul. Ce fut une mère infiniment présente, peut-être trop présente. Et l'existence du poète, déjà chaotique, se défera complètement, irrémédiablement, quand elle disparaîtra. Éducation qui manqua de rigueur et de discipline de la part du capitaine Nicolas Auguste Verlaine, peut-être. Homosexualité refoulée qui fit qu'il se sentit toujours mal dans sa peau, propension à la boisson et très vite alcoolisme avant même l'entrée de Rimbaud dans sa vie, certainement. Bien différente fut l'éducation de Rimbaud et l'attitude de sa mère envers lui. Frédéric, le père, militaire de carrière comme celui de Verlaine, disparut très vite de sa vie. Et c'est sa mère, Vitalie, qui éleva seule ses 2 garçons et ses 3 filles. Vitalie était une femme sévère et distante, animée d'un sens aigu du devoir. Elle est d'une
éduqua ses enfants d'une main de fer. Il est indéniable qu'elle les aima, mais se garda bien de leur témoigner la moindre affection. Arthur, dont la sensibilité était exacerbée, en souffrit beaucoup durant son enfance et sa jeunesse. Dans sa correspondance, il gratifia sa mère de surnoms désagréables, tels Mother ou Mère Rimbe. Elle exhalait, dit-il, une odeur d'encens qui le suffoquait. Pourtant, celle-ci, malgré la conduite de son fils, ses excès, ses outrances multiples, ne le rejeta jamais et lui rendit même visite à l'hôpital de la Conception à Marseille, où, vous le savez, il fut amputé de la jambe gauche en mai 1891. Rimbaud mourra dans d'atroces souffrances le 10 novembre de la même année. Quelques jours plus tard, le cercueil du poète arrivait à la gare de Charleville. Madame Rimbaud, mère, était là, hiératique, trappée dans sa dignité. Elle commanda à l'abbé Gillet un service de première classe, comprenant 2 voitures, plusieurs célébrants, 4 chantres, un Suisse en uniforme, un organiste, 8 enfants de chœur, une chorale, une sonnerie, un décor fastueux de tentures et de cierges innombrables, un cercueil en chêne le plus cher, une chapelle ardente somptueuse, et comme si cela ne suffisait pas, elle prit un supplément facultatif à cette première classe, 20 orphelins portant chacun un cierge. Mais elle n'avait prévenu personne, et l'enterrement fut sinistre. Les passants s'arrêtaient dans la rue pour contempler l'étrange convoi. Qui pouvait être ce mort aussi abandonné des vivants? 2 personnes suivaient le corbillard, 2 femmes en noir, les pieds à la tête, silencieuses, Madame Rimbaud, mère, et Isabelle. Dans le drame de la mort, la mère et le fils se retrouvaient. Arthur désormais lui appartenait. Elle le récupérait à jamais et allait vivre sa présence en elle, un amour exclusif, possessif, qu'elle n'accepterait de partager avec personne, même pas avec sa fille. Mais tandis qu'elle se fermait, plus encore dans sa solitude, plus hargneuse que jamais, chassant les intrus de chez elle et ne voulant parler à personne de son fils, Isabelle, dès le lendemain des funérailles, se donna pour mission de veiller à la diffusion de l'œuvre de son frère et ne laisser passer aucune calomnie et de préserver sa mémoire. Verlaine n'apprit la mort de Rimbaud que plusieurs jours après son enterrement. Il sanglota alors en silence durant toute la nuit et Eugénie, à ses côtés, se garda bien de le déranger, car elle savait que nul n'avait le droit de violer l'intimité retrouvée des 2 amants infernaux qui désormais entraient dans la légende de la poésie. Durant déjà quelques mois, les rapports de police concernant Verlaine se multiplient. Rapport du 21 septembre 1891. Le sieur Verlaine, Paul, 47 ans, homme de lettres, logeant depuis le 11 février dernier dans la maison meublée située rue Descartes, numéro 18. Recevez le 17 septembre courant la visite d'un sieur Cholin, Henri, 23 ans, journaliste, demeurant rue Dejean, numéro 6. Le gérant de l'hôtel rue Descartes, numéro 18, les voyant complètement gris, voulut les mettre dehors, et quelques coups de poing furent échangés. Cholin, conduit au commissariat du quartier de la Sorbonne, a été relaxé aussitôt. Il a, dit-on, l'intention de poursuivre judiciairement le gérant de l'hôtel. Le sieur Verlaine, à la suite de cette rixe, a changé de domicile.
Il demeure actuellement rue Descartes, numéro 15. À cette époque, les liens de Verlaine, l'ancien sympathisant communard, avec ce sulfureux Henri Cholin, anarchiste connu et signalé par la police comme ayant conçu des projets d'attentat, vaudront à Verlaine de faire partie des gens suspects, à surveiller de près. Les attentats anarchistes faisaient alors de plus en plus la une de la presse. En juin 1894, le président de la République, Sadi Carnot, sera assassiné à Lyon par l'anarchiste italien Caserio. Cependant, à partir de 1895, Verlaine commença à bénéficier, sans le savoir, d'une protection singulière, celle du préfet de police de Paris en personne. Dans son grand bureau austère, Louis Lépine ajuste ses besicles et commence à tourner lentement les pages d'un recueil intitulé « Parallèlement ». Ses moustaches tombent sur un visage doux, prolongé d'une barbiche qu'il lisse du bout des doigts en lisant. Louis Lépine sera préfet de police jusqu'en 1913 et il fut le créateur des brigades cyclistes et de la brigade fluviale. Mais il est surtout resté célèbre pour avoir fondé en 1902 le concours qui porte son nom, destiné à récompenser les créations d'artisans ou d'inventeurs. Quelques minutes plus tard, il est interrompu par l'arrivée du commissaire Michaud qui l'informe de l'arrestation mouvementée de Verlaine, boulevard Saint-Michel. Le visage de Lépine s'empourpre. Libérez-le! Pardon? Libérez-le! La France a déjà failli pendre Villon, alors ça suffit. On n'arrête plus Verlaine. Privilège de ma nouvelle fonction. Et vous serez assez gentil, monsieur le commissaire, de faire diffuser dans tous les postes de police du quartier latin une circulaire précisant interdiction d'arrêter Paul Verlaine, quelles que soient ses phrases. Oh, mais monsieur le préfet, c'est un individu dangereux. Il y a quelques années, il a tenté d'assassiner un adolescent dénommé Rabot, je ne sais plus. Sans doute. Mais c'est un poète, un grand poète, un immense poète. Je veux désormais que l'on n'intervienne en rien dans son destin, sauf pour l'aider si des gens l'ennuient. Protégez-le, mais en secret, afin qu'il n'en profite pas non plus. Et écoutez ces vers sublimes qu'il écrivit en prison. La cour se fleurit de soucis, comme le front de tous ceux-ci qui vont en rond, en flageolant sur la ferrure débilitée le long du mur, fous de clarté. Tournez sans son, sans Dalila, sans Philistin, tournez bien la meule du destin. Vaincu risible de la loi, moue tour à tour ton cœur, ta foi et ton amour. Ils vont, et leurs pauvres souliers font un bruit sec, humiliés, la pipe au bec, pas un mot, ou bien le cachot, pas un soupir. Il fait si chaud qu'on croit mourir. J'en suis de ce cirque effaré, soumis d'ailleurs, et préparé à tous les malheurs. Et pourquoi, si j'ai contristé ton vœu têtu, société, me choisirais-tu? Allons, frères, bons vieux voleurs, doux vagabonds, mes chers, mes bons, fumons philosophiquement, promenons-nous paisiblement. Rien faire est doux. Le jour fatidique du 10 juillet 1873 stigmatisera Verlaine aux yeux de beaucoup de gens et même de ses amis. Et cette image
ternie, indélébile, l'empêchera toujours de remonter vraiment la pente et d'être reconnu, en dehors des milieux littéraires, pour ce qu'il était, par la bourgeoisie à laquelle il avait appartenu, un grand poète. Depuis quelques années, des psychanalystes, des médecins, des psychiatres de renom se sont penchés sur les conséquences psychiques et pathologiques de la journée du 10 juillet 1873 pour les deux poètes. Pour Édouard Zarifian, professeur de psychanalyse et de psychiatrie à l'université de Caen et auteur de l'excellent ouvrage « Des paradis plein la tête », les deux poètes souffraient déjà avant le 10 juillet de troubles de la personnalité et d'une inadaptation chronique à la vie sociale. Mais, précise-t-il, Verlaine, imbibé d'alcool, tourmenté par une homosexualité latente qu'il ne pouvait accepter, avec d'étranges crises de paranoïaque, était des deux le plus vulnérable. L'officier Lombard ne croyait peut-être pas si bien dire en parlant du cerveau depuis longtemps détraqué de Verlaine. Le 10 juillet 1873, pour Édouard Zarifian, ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres, la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les deux victimes en ressortirent marquées pour la vie. Une autre image me semble assez intéressante concernant ce 10 juillet 1873, celle de l'écrivain Georges Perec. Georges Perec a comparé le 10 juillet à un miroir qui se brise et qui, dès lors, ne réfléchit plus que le visage morcelé en 3 portions inégales des victimes de son implosion. Ainsi, Rimbaud comme Verlaine firent l'expérience dite de la fragmentation. Leur corps en morceaux leur paraîtra impossible à reconstituer dans son intégralité. Je cite Georges Perec, il y a des pièces qui manquent et d'autres qui sont en double, d'autres qui ont démesurément grossi, d'autres qui émettent des prétentions territoriales absolument folles. Après le 10 juillet, Rimbaud s'effondre, il faillit même perdre totalement la raison, mais il reprend néanmoins le dessus en se lançant dans l'aventure des voyages. Verlaine, lui, connaîtra des périodes de plus en plus fréquentes de dépression qu'il surmontera en continuant à écrire. La seule chose qui, selon Édouard Zarifian, le détournera du suicide. On peut dire que leur mal de vivre s'enracina dans leur incapacité à atteindre ensemble l'idéal qu'ils s'étaient fixé au moyen de la poésie. Une vie harmonieuse, un bonheur simple et complet. On songe aux vieux rêves de l'homme de toutes les époques, devenir l'homme complet, dans la tradition Goethe, Byron, Shaw. Mais la société telle qu'elle était ne pouvait leur permettre de réaliser ce rêve. Alors que Verlaine tente d'exorciser ce mal avec sa plume, Rimbaud, de son côté, ravale ses rêves, comme il le dit dans son poème « Oraison du soir ». Je vis assis, tel qu'un ange aux mains d'un barbier, empoignant une chope à forte cannelure, l'hypogastre et le col cambré, une gambier aux dents, sous l'air gonflé d'impalpables voilures. Tels les excréments chauds d'un vieux colombier, 1000 rêves en moi font de douces brûlures. Puis, par instant, mon cœur triste est comme un aubier qu'ensanglante l'or jeune et sombre des coulures. Et quand j'ai ravalé tous mes rêves avec soin, je me tourne, ayant bu 30 ou 40 chopes, et me recueille pour lâcher l'âcre besoin. Doux comme le seigneur du sceptre et des Isopes, je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin,
avec l'assentiment des grands héliotropes. Le 8 janvier 1896, Verlaine meurt d'une congestion pulmonaire. Au cimetière des Batignolles, des milliers de personnes suivent son enterrement. Dans la foule, anonyme et recueilli, un petit homme à l'abondante chevelure poivre et sel, Auguste Martin, l'homme qui rédigea de Bruxelles le premier rapport de police, le jour où Verlaine tira sur Rimbaud. Cet homme et les fonctionnaires de police, troublés par cette singulière affaire qui opposait deux hommes de lettres que d'aucuns qualifiaient de géniaux et pour laquelle il avait rédigé le fameux rapport, s'étaient procuré dans les mois qui suivirent les recueils de poèmes de Verlaine, puis d'autres de Rimbaud, et pour lui, ce fut alors, ex abrupto, l'illumination, comme aurait dit Rimbaud. Cet homme, qui ignorait tout, presque de la poésie, frissonna en découvrant les vers des poètes maudits. Il dévora alors tous leurs ouvrages, et en 1893, à Bruxelles, il assista à la conférence que fit Verlaine sur la poésie contemporaine. On ne sait s'il put approcher le poète, mais désormais, sa vie était transformée. En janvier 1896, il apprit par la presse la mort de Verlaine et se fit un devoir d'être présent à ses funérailles. Depuis quelques mois, il consacrait tous ses loisirs à la poésie, passion tardive et dévorante. Chaque jour, il couchait quelques vers sur le papier, témoignant ainsi du fabuleux miracle du coup de revolver de Bruxelles qui scella la destinée des deux grands poètes et transforma sa vie. Singulier épilogue de cette histoire. Quelques années plus tard, en 1905, arpentant comme chaque jour les rues de sa bonne ville, Auguste Martin, alors âgé de 65 ans, fut saisi d'une violente douleur qui le fit se recroqueviller sur lui-même et s'affaisser lentement sur le trottoir. La mort venait de le foudroyer à l'improviste au milieu de la journée. Troublante coïncidence, nous étions le 10 juillet. Oui, je dis bien le 10 juillet, le jour où Verlaine tira sur Rimbaud. Ceux qui ont aimé M. Roca et Claude Camus pourront le retrouver en ce même Creuset des Arts en janvier pour un Baudelaire et en mai pour un Barbe Bleue, un affreux Barbe Bleue, et pour ce même Creuset des Arts. Et ceux qui ont aimé Claude Camus pourront le retrouver tout seul au Théâtre Carpe Diem dans une quinzaine de jours, même pas 15 jours, les 22 et 23 novembre, au Théâtre Carpe Diem, qui est au milieu du boulevard National, à 500 mètres du métro national, le samedi 22 à 20h30 et le dimanche à 16h, ce qui est très pratique pour se rendre dans ce théâtre qui est un petit peu au milieu du boulevard national. Alors pour une pièce quand même. Pour une pièce, j'ai oublié, bien sûr. Pour une pièce de Tchekhov, qui est une pièce courte et non une pièce et non un monument, qu'il a adapté, qu'il interprétera lui-même dans le rôle qu'il connaît bien, c'est-à-dire le rôle d'un conférencier, mais qui est obligé de faire une conférence pour les méfaits du tabac, alors que lui-même est fumeur, contre les méfaits du tabac, je veux dire, alors que lui-même est fumeur, et que sa femme lui a demandé de faire. Et il prendra à témoin le public de ses mésaventures. C'est très amusant, une petite heure de bonheur dans ce monde un petit peu, enfin c'est beaucoup plus gai que, disons, Verlaine et Rimbaud.
Et nous remercions le Creuset des Arts, Caroline Laurent et Richard Spinoza pour leur accueil, Florence Sebag à la technique et notre couple idéal, Manuel Roca.